Il y a des questions pour Madame Achir? En attendant, est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Madame Achir? Diabète et grossesse. En attendant que Samir Awish mette ses diapositives. Bonjour Samir. Rien de nouveau? Ou il y a du nouveau? Il n'y a pas de question pour Madame Achir. Il y a une question. Micro. Micro. Ah, c'est le micro. En attendant qu'il démarre. Question. Petite, toujours petite. Il n'y a pas de question tout court. اسمع لا غيجي ما يمشيش الميكرو تاعك. Fort, hein, je vais répéter. Madame Achir, le micro هذاك اللي قدامك. C'est vrai qu'il y a eu toute une polémique sur l'indication de la metformine chez la femme enceinte. Eh bien, pour le diabète gestationnel, il n'y a pas d'indication. D'accord? On ne donne pas la metformine. L'ADA, jusqu'à 2024, les dernières recommandations, elles privilégient l'insulinothérapie jusqu'à preuve du contraire. Donc, il n'y a pas d'indication. C'est vrai qu'il y a certains pays qui utilisent la metformine, il y a certains pays qui utilisent même les sulfamides, le glyburide, pour les femmes enceintes, mais ces deux produits passent la barrière placentaire. Et on ne connaît pas le recul. L'obésité, exactement. Il y a eu même des études, les femmes qui étaient sous metformine, généralement, il y avait le risque d'obésité dans la dépendance. Exactement, il y a une étude. Mais il n'y a pas de micro. Parle fort, Emala, s'il te plaît. Quoi? Insuline retard, 2 fois par jour, diabète gestationnel. Basal, on peut donner 1 à 2 injections. Ça dépend de l'équilibre glycémique. La déthymir, on peut placer une seule injection, qu'on peut y aller sur 2. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir une glycémie à jeun, dans les règles de l'art, parce que la glycémie, généralement, l'insuline basale, c'est elle qui règle les glycémies, donc les glycémies à jeun. Si on n'arrive pas à avoir une glycémie moins de 0,95, là, peut-être on pourra donner. On pourra réduire et voir. Ah, micro, باش نسمعوا الكرفاس. Oui, pardon. On nous a parlé, quand on utilise une retard, la déthymir, elle n'a pas vraiment les... C'est près de 18 heures. Oui, mais nous avons en contrepartie, nous sommes dans la hantise de l'hypoglycémie, nous avons en contrepartie mais les analogues de l'insuline, ils ont moins de risque d'hypoglycémie. Il y a moins d'hypoglycémie. Il y a eu des malades qui ont été gardés sur cette étude de Mathisen qui a été publiée en 2012. Il y avait des malades qui avaient besoin d'une insuline retard, d'une insuline démir et d'autres qui avaient 2. Et ça dépend aussi le schéma insulinique bien avant la grossesse. Vous avez vu que c'est une étude qui a été randomisée sur 12 mois. Ça veut dire que c'était des malades qui étaient déjà switchés vers l'insuline lévémir avant l'étude. Non. Quand on parle de malades récemment atteints de diabète gestationnel, ce pas les malades qui étaient auparavant. Généralement, je vous le dis, moi, on reçoit dans un service une consultation de diabète gestationnel, on reçoit pratiquement une trentaine de femmes. Je ne sais pas si la maladie du siècle en ce moment. On a pratiquement tous nos résidents qui tombent enceintes en diabète gestationnel. Je ne sais pas si c'est un biais de sélection. Et les malades, généralement, ils sont pratiquement mis d'abord sous insuline basale. Et puis, on arrive, même les doses, quand on propose aux patients de donner les doses, on y va pour le diabète gestationnel, parce que le diabète gestationnel, c'est un état d'insulinorésistance, contrairement au diabète de type 1. Attention. Les grossesses diabétiques et les femmes qui font un diabète gestationnel, ce n'est pas du tout la même physiopathologie. Merci beaucoup, Madame Achir. Okay. Vous continuerez tout à l'heure avec Rufès et Madame Achir. Vous poursuivrez. Donc, on va donner la parole, parce que le temps passe à la râle. On va donner la parole à Monsieur le professeur Samir Awish, qui va nous parler de quelque chose que j'ignore. Je ne sais même pas ce que c'est.
Télézibada, c'est un club de foot ou le Jnouada? Merci, professeur Barousse. J'appelle le professeur Rahou, professeur Miboudi et professeur Barousse à nous rejoindre pour les questions. On va essayer de prendre une question par communicant pour terminer rapidement. Professeur Barousse. Oui, et professeur Nassé. D'accord. Donc on commence par professeur Nasri. Y a-t-il des questions pour professeur Nasri? Oui, une question. Docteur Nasri, merci à Saha. Vous avez parlé de rémission du pancréas dans le type 2 suite aux mesures hygiéno-diététiques. Bon, on sait souvent que les rémissions ne tiennent pas longtemps après un premier épisode d'hyperglycémie ou de diabète, 6 ou 8 mois, maximum 3-4 ans, et le diabète ressurgit. Est-ce qu'il s'agit vraiment de rémission ou de guérison? Et s'il s'agit de guérison, avez-vous vérifié cette guérison par des tests, que ce soit histologiques ou juste les résultats de la glycémie? Merci. Alors, Bismillah, merci pour votre question. Alors, concernant l'étude directe, a prouvé qu'on peut espérer une régénérescence du capital pancréatique avec rétablissement de la sécrétion maximale d'insuline. Après 12 mois, on peut avoir une sécrétion optimale. C'est-à-dire même si le patient fait un écart diététique, donc il se retrouve avec une glycémie normale. Mais le problème, c'est quoi? Concernant la définition, si on va dire que la guérison, c'est-à-dire le patient peut manger ce qu'il veut, ça c'est faux. Parce qu'avec le temps, on aura une obésité, une augmentation de l'insulinorésistance, le pancréas va fabriquer plus d'insuline, donc on aura un épuisement pancréatique et on va revenir à l'étape initiale. Par contre, si le patient va garder les mêmes mesures hygiéniques, parce que le problème pour nous actuellement, c'est sous-tardia. Sous-tardia à l'époque, c'est-à-dire la malnutrition. Actuellement, non, c'est le contraire, c'est-à-dire tellement on mange n'importe quoi avec des aliments qui sont diabétogènes, c'est pour ça qu'on aura cette maladie qui est le diabète. Mais, concernant la définition, si on veut dire que rémission, c'est-à-dire vous restez sans traitement pharmacologique, c'est vrai. Par contre, si on va dire une guérison, où le patient va manger n'importe quoi, ça c'est faux. Parce qu'avec le temps, on aura un échappement thérapeutique. Parce que même dans l'histoire naturelle du diabète, on a une dégradation de la fonction pancréatique jusqu'à l'arrivée au diabète. Donc si on va faire le contraire, c'est-à-dire on va respecter les mesures hygiéno-diététiques, on aura un rétablissement de la sécrétion pancréatique, que ce soit sur le plan morphologique ou sur le plan fonctionnel. D'accord, merci. Pour la prochaine, avec professeur Rahou, on aura une question par communicant, par le manque de temps. Bonjour, c'est pour le professeur Rahou. Il est désormais admis que l'arrivée sur le marché du médicament des nouvelles molécules du diabète va s'accompagner inévitablement d'un changement de paradigme dans la prise en charge du diabète. En plus de l'objectif de l'équilibre glycémique, le praticien devra maintenant orienter ses efforts vers un autre objectif qui est celui de l'organoprotection. Que pensez-vous des perspectives d'implication du praticien dans cette nouvelle approche compte tenu des difficultés d'accès du patient à ces médicaments? Et comment voyez-vous le rôle des sociétés savantes et des associations dans la sensibilisation des responsables sanitaires et des spécialistes en économie de santé dans l'intérêt de ces molécules? Merci pour votre intervention. Donc si j'ai bien compris,
Votre question concerne l'approche glucocentrique et cardiocentrique, c'est-à-dire ces nouvelles classes thérapeutiques qui, au-delà du contrôle glycémique, ont un effet bénéfique sur le plan cardiaque, sur le plan rénal. C'est ça votre question? Oui, je pense qu'on est un peu en retard par rapport aux autres pays. Normalement, on a un recul avec ces molécules, mais malheureusement, vu le coût, on ne peut pas bien sûr les utiliser, c'est pas chez tous les patients. Même actuellement, on a limité l'utilisation d'une classe des inhibiteurs de SGLT2. Malheureusement, on n'a que la dapagliflozine et comme vous savez, les études ont démontré que vis-à-vis le risque cardiovasculaire en général, elle est neutre. Vis-à-vis les MACE, c'est-à-dire tout ce qui est IDM, etc. Elle trouve sa place en cas d'insuffisance cardiaque et maladie rénale chronique. Et bien sûr, on est en retard par rapport à ça. Je pense que l'État doit suivre. Et comme vous avez vu, le bénéfice de ces nouvelles classes thérapeutiques, c'est bien sûr d'un point de vue pharmaco-économique. Si on réfléchit, on peut bien sûr prévenir pas mal de complications chez le patient diabétique, cardiaque, rénal, surtout le passage en dialyse. Ça, c'est un élément très important. Je pense qu'on doit se mobiliser, toutes les associations et tous les experts qui ont leur mot à dire vis-à-vis l'utilisation de ces nouvelles classes thérapeutiques principalement. Maintenant, une question pour professeur Barousse. Oui. Bon, merci, professeur Barousse. Selon ce qu'on a compris de votre communication, dans l'avenir, on doit prendre le diabète chez la femme et le diabète chez l'homme. Donc, on doit revoir toutes les questions de la pathologie et de la thérapeutique du diabète chez le sexe masculin et le sexe féminin. Merci. Je pense que c'est un élément très important qui se dégage de toutes les études. Déjà, si vous voyez un petit peu les guidelines et les textbooks américains, depuis longtemps, c'est la médecine de la femme, elle est à part, c'est-à-dire il y a des particularités. Parfois, on ne fait pas attention, mais bon, sur le plan diagnostique, on a vu les intolérances aux hydrates de carbone qui peuvent être méconnues si on ne fait pas une HGPO, si on se contente, parce qu'on a la main facile actuellement de faire des glycémies à jeun et l'HbA1c. Parfois, on hésite à demander une HGPO et on passe à côté de... Alors qu'on a vu également que lorsqu'on diagnostique déjà une dysglycémie, la femme, elle part du vert au rouge rapidement. Donc c'est une patiente qui va changer de statut dans le risque cardiovasculaire. Donc elle va changer rapidement parce que la femme avec une normoglycémie et une femme avec une dysglycémie, c'est une perte de chance de ne pas diagnostiquer une intolérance aux hydrates de carbone. C'est ça la réflexion. Après, pour la réponse au traitement, il faut être vigilant, ce n'est pas les mêmes réponses. Donc les femmes bénéficient plus des thérapeutiques insulinsensibilisatrices. Et la dimension du poids, la prise de poids, elle est délétère chez la femme, surtout la femme ménopausée. Donc il faut faire très attention. Parfois on insuline d'une manière très importante et on oublie de mettre des thérapeutiques qui font perdre du poids. Et si la femme prend du poids à l'âge de 50 ans, 55 ans, donc chaque kilo il va être très délétère comparé à l'homme. Donc il faut raisonner, critères composés d'efficacité chez la femme, l'équilibre glycémique, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas qu'elle prenne du poids. En plus, la réponse métabolique, elle est meilleure si elle perd du poids. Et même l'exercice physique, donc c'est une donnée qui est favorable à la femme. La femme brûle plus de graisse si elle fait une activité physique comparée à l'homme. Donc la femme répond plus à l'activité physique, si vous voulez, sur le versant lipide que l'homme. Donc ça, c'est des choses qui vous paraissent sophistiquées, mais c'est des choses qu'on peut implémenter en pratique. C'est prioriser des thérapeutiques insulinsensibilisatrices, prioriser des thérapeutiques qui font perdre du poids, prioriser au moins les thérapeutiques qui ne font pas prendre du poids chez la femme diabétique est un point très très important. Merci. Je veux juste ajouter un commentaire. Quand vous avez parlé d'obésité, ça rejoint tous les communicants et nos professeurs. Seulement, en tant que médecin traitant dans mon cabinet, je peux vous dire que je reçois un patient pour motif de consultation obésité une fois tous les 3-4 ans. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et ça peut commencer aussi par la CNES. S'il considère que, par exemple, la maladie d'Hashimoto est une maladie chronique, pourquoi ne pas conférer à un sujet obèse un statut
social et sur le plan sécurité sociale pour qu'il soit pris en charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on fait passer le patient sur la balance, qu'on se rend compte qu'il y a urgence, qu'il faut en parler. Et on n'a jamais essayé d'aménager des consultations spécialisées pour l'obésité. Et le dernier point, après 20 ans d'exercice, moi je n'ai pas reçu de formation comment prendre en charge un obèse. Ça, c'est la vérité. Donc il y a un travail de fond. Nous avons la responsabilité de suivre et il y a tout un système qui doit aussi élaborer des procédures pour que le vif du sujet, le tissu adipeux soit pris en charge. Dans ce travail, il faut que nous, en tant que professionnels de santé, commençons à travailler sur ça. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre la CNAS et l'État pour... il faut une organisation, c'est-à-dire l'État-providence, ça n'existe pas. On n'est pas dans les années... c'est-à-dire, actuellement, c'est qu'il faut que les médecins s'organisent. La formation, c'est le médecin. C'est le médecin qui décide. Après, pour la prise en charge thérapeutique, on n'a pas besoin. C'est l'approche non pharmacologique. Ce n'est pas l'État qui va vous dire qu'il faut indiquer une activité physique ou une diététique. C'est à nous, organisation. Ici à Chlef, il y a cette association qui est magnifique, qui fait un bon travail. C'est elle de sensibiliser la population et chacun y est dans son... Parce que l'obésité, finalement, il ne faut pas être également... Il ne faut pas avoir la vision des laboratoires, l'État, il faut rembourser des médicaments, on ne peut pas prendre en charge tous les patients. En Algérie, plus de 50% des patients sont soit en surpoids, soit en obésité. On va vider les caisses, on n'aura même pas de quoi faire marcher vacciner les enfants, oui, ça c'est une... Donc je pense qu'il y a un travail en local, il ne faut pas compter sur il faut qu'on travaille nous. Après viendra l'aide de l'État qui va... Mais si on ne commence pas à s'organiser au niveau universitaire, au niveau au niveau des cliniques privées qui ont beaucoup de moyens, au niveau des structures de santé qui ont beaucoup de moyens, des polycliniques magnifiques, il faut s'organiser, il ne faut pas attendre. L'État, c'est le médecin qui prend, le médecin-chef de la polyclinique ou le médecin-chef du service, c'est lui l'État. L'État, ce n'est pas un extraterrestre, c'est nous l'État. Donc il faut travailler Après, la CNAS et les médicaments, c'est des challenges. Il ne faut pas croire que dans tous les pays, il y a les médicaments. Prenez même des pays développés, on ne nous dit pas la vérité parce que dans les pays, le remboursement, il est objectif. Je vous donne un exemple. Les gens pensent que c'est remboursement. Non, s'il ne perd pas du poids, s'il ne fait pas un effort, le remboursement s'arrête en 6 mois. En Suisse, le traitement de l'obésité, c'est en 6 semaines, il ne perd pas du poids, ils arrêtent le remboursement. Est-ce que vous pouvez faire ça à un Algérien avec son comportement? Donc il faut qu'il y ait ce n'est pas un remboursement délibéré, c'est un remboursement conditionné par une efficacité sur le poids et chez les diabétiques par une efficacité métabolique. Et je vous invite à lire une série suisse sur 100% de patients traités pour obésité, il y a seulement 13% qui ont bénéficié d'une persistance du remboursement parce qu'il y a eu un effet. 87% des patients, ils ont arrêté donc, le traitement. Donc, il faut voir la totalité de l'image, il faut qu'on s'organise avec nos moyens pour prendre en charge ce problème mondial d'obésité, c'est une pandémie qui touche tous les pays et spécialement les pays en voie de développement. Professeur Barousse, moi je parlais beaucoup plus d'un parcours de soins, pas seulement d'un remboursement de la CNAS. Il y a du travail à faire sur le parcours de soins. Donc je pense que nous arrivons à la fin de la session et tout le monde est convié à un déjeuner et la reprise... je suis pressé pour déjeuner. Hein. Donc ça sera la remise des cadeaux pour les communicants ainsi que des attestations. On commence par professeur Nasri. Et j'appelle docteur Zan pour lui remettre l'attestation. Tahar Neili. Docteur Tahar. Ah, d'accord. D'accord. معليش venez, ça fait rien, ouais, venez.
Maintenant, c'est professeur Rahou. J'appelle docteur Gassem. Professeur Rahou. Professeur Mimouni. Non, elle est déjà. Ouais. Docteur Tahar. Merci. Professeur Barousse, j'appelle docteur Bourari. Merci pour tous. Donc, on arrive à la fin et on invite tout le monde au déjeuner. Merci.